Mesdames et messieurs, bonjour. Vous êtes sur l'élan africain et vous avez bien raison. Alors que les combats font toujours rage dans les provinces du Sud et du Nord Kivu en République démocratique du Congo, le pays pensait déjà au volet judiciaire. Le gouvernement de la République démocratique du Congo pense sérieusement à voir comment les auteurs des crimes qui ont été commis dans le pays depuis longtemps, depuis bientôt une trentaine d'années, puissent être traduits en justice. Et vous l'avez suivi en début de cette semaine. Le procureur général près la Cour pénale internationale était en déplacement à Kinshasa où il s'est entretenu avec le président Félix-Antoine Tshisekedi. Il s'est entretenu avec le président de la Cour constitutionnelle, en même temps président du Conseil supérieur de la magistrature, Dieudonné Kamoleta, et il s'est entretenu avec la représentante du secrétaire général des Nations Unies au Congo, Madame Bintou Keïta, au menu justement des discussions, voir comment les auteurs de ces crimes odieux et qui ont été commis depuis longtemps par les responsables, les combattants des groupes armés innombrables dans ce pays, mais essentiellement les groupes formés par le Rwanda, que les auteurs, les responsables puissent être traduits devant la justice. Et Karim Khan s'est montré déterminé en affirmant que le pays, le Congo, doit être protégé par la loi comme il se doit. But of course, like the rest of the world, we are extremely worried of recent developments in Congo. Mais comme le reste du monde, nous sommes très inquiets de ce qui se passe en République démocratique du Congo. We know the situation, particularly in the east, is acute. Nous savons que la situation, particulièrement à l'Est, est très inquiétante. Hundreds of people are reportedly dead, Des centaines de personnes sont mortes thousands injured. et des milliers blessés. And the message has to be conveyed very clearly. Et le message doit absolument passer clairement. Any armed group, Tout groupe armé, any armed forces, toutes forces armées, any allies of armed groups or armed forces tous les alliés de forces, de groupes armés et de forces armées, don't have a blank check. ils n'ont pas un chèque à blanc. They must comply with international humanitarian law. Ils doivent se conformer aux normes et aux lois internationales. And I am very clear right now. Et je suis très clair là-dessus. The law must be seen to be effective. La loi doit être effective. All individuals must comply with the Rome Statute. Tous les individus doivent se conformer au statut de Rome. Nobody can attack civilians, Personne ne peut attaquer les civils, hurt people, blesser les gens, kill people. tuer les gens. And this is a moment where we will see if international criminal law can withstand the demands that the people of the Democratic Republic of Congo insist upon. Et c'est à ce moment que nous pouvons voir si la loi internationale peut maintenir et soutenir la demande de la République démocratique du Congo et les citoyens. Which is the equal application of the law. Et cela, c'est l'application équitable de la loi. The people of the DRC La population de la République démocratique du Congo are as precious as the people anywhere on God's good earth. sont aussi précieuses que les gens de n'importe où à travers le monde. You are as precious as the people of Ukraine, Vous êtes aussi précieux que les gens de l'Ukraine, the people of Israel or of Palestine, les gens d'Israël et de la Palestine, the girls and the women of Afghanistan. les filles et les femmes d'Afghanistan. And so I'm here Je suis là to follow up with President Tshisekedi, pour poursuivre avec le président Tshisekedi. to have members of meetings with the government, J'aurai des rencontres ou des réunions avec les membres du gouvernement. meetings tomorrow, inshallah, with the special representative of the Secretary General, Her Excellency Bintou Keita. Demain, Dieu voulant, la réunion avec la représentante
du secrétaire général, son Excellence Madame Keïta, and also to engage with civil society and victims. et aussi pour m'engager avec les victimes et la société civile. Dans le même temps, il a été décidé que au mois d'avril, il doit y avoir une conférence internationale à Kinshasa visant à se pencher sur cette question et voir comment créer une cour spéciale sur la République démocratique du Congo. Nous avons convenu avec le bureau du procureur depuis le mois de juin 2023 de mettre en place une conférence internationale qui sera chargée d'examiner les causes de la crise sécuritaire du pays, les causes des drames humanitaires, mais également l'instabilité que nous vivons depuis des années dans la partie orientale de notre pays. Voilà pourquoi cette conférence connaîtra la participation de plusieurs hauts cadres du monde pour pouvoir cogiter sur des solutions. L'une des solutions, c'est la mise en place d'une cour pénale spéciale qui va prendre en charge les auteurs des crimes qui n'ont pas été jugés par la Cour pénale internationale ou encore moins par les juges nationaux. Il va être question à l'occasion de cette conférence d'examiner les voies et moyens de l'instauration de cette Cour pénale spéciale pour le Congo et que nous attendons de tous nos vœux pour finalement arriver à une approche holistique et globale qui prendra en charge à la fois les crimes de la CPI et ceux qui seront commis ici, mais qui vont être jugés par un mécanisme mixte, c'est-à-dire le mécanisme constitué des experts de la CPI, donc le juge de la CPI et les juges nationaux qui seront sélectionnés sur base d'un critérium connu de moralité et de compétences, de manière à lutter durablement contre l'impunité des crimes les plus graves. Mais ce ne sont là, jusqu'à présent, que les intentions. Même si Karim Khan a déclaré que ces équipes ont déjà commencé les enquêtes. Et il appelle tous ceux qui ont des informations à transmettre les informations en question sur le site de la Cour pénale internationale. Et il y a forcément des informations qui ont déjà été collectées et qui vont être utilisées dans les enquêtes, éventuellement commencer à poursuivre les suspects. On verra comment cela va se dérouler. Ça ne va pas être très facile, bien évidemment, mais mieux vaut tenter que les secourir, comme cela a été le cas depuis longtemps. Il faut mettre fin à l'impunité qui règne et qui pose justement les auteurs, dont les uns sont congolais, les autres viennent essentiellement du Rwanda, à continuer à semer la terreur dans cette région. Et les annonces de Karim Khan et du gouvernement congolais, jusqu'à présent, n'ont pas dissuadé justement les membres des groupes, essentiellement les membres du M23 et les soutiens rwandais, à continuer les crimes. Et vous avez vu, jeudi, à Bukavu, il y a eu une bombe. Il y a eu des actes terroristes. On parle de beaucoup de morts. D'ailleurs, suivons cette déclaration du ministre de la Santé et qui parle du bilan de ces atrocités qui ont été commises jeudi à Bukavu. C'était après une réunion publique, un meeting, et des membres du M23 dirigés par le président de l'Alliance du fleuve Congo, Corneille Nangaa. Alors malheureusement, le ministère de la Santé, merci beaucoup Monsieur le ministre, malheureusement le ministère de la Santé est placé de telle sorte qu'il réceptionne tous les blessés, il réceptionne tous les morts. Donc nous avons la latitude de donner les chiffres les plus exacts possibles pour ce que nous savons dans nos structures de soins. Aujourd'hui donc, il y a eu un meeting qui a commencé vers 11h à Bukavu et après le départ des animateurs de ce meeting, 4 minutes après leur départ, il y a eu 2 détonations et qui ont entraîné immédiatement plusieurs morts qui ont été amenés dans nos services
immédiatement. Il y avait 7 morts immédiatement et des blessés graves dont le nombre n'est pas encore complètement déterminé. Arrivé à l'hôpital, il y a eu d'autres morts qui sont survenus à l'hôpital. Donc, je ne peux pas vous dire exactement le nombre de morts au total, mais nous avons commencé avec 7 immédiatement après, et au moins 3-4 sont morts en arrivant à l'hôpital. Nous avons beaucoup de blessés, comme j'ai dit, le nombre je ne peux pas encore le dire, mais parmi ces blessés, il y a des blessés très très graves. Une alerte a été lancée par rapport à la rupture de sang, parce qu'encore une fois, à ce niveau-là, il n'y avait pas de stock de sang. Et donc, la situation est vraiment dramatique dans nos structures de soins. Comme le disent les autorités congolaises, il est à se demander pourquoi les explosifs ont été lancés après le départ des responsables de l'AFC et du M23. Pourquoi est-ce que les auteurs de ces attentats, s'ils sont envoyés par le gouvernement congolais, ont attendu le départ des responsables de la rébellion, alors que ce sont eux qui, logiquement, devraient être visés en premier? La question mérite d'être posée. On a suivi les responsables du M23 dans un communiqué. On déclarait en réalité que ceux qui ont commis cet attentat, en fait, ont été envoyés par le Burundi. Et là, on comprend que l'attentat a été commis, en fait, c'est un acte de guerre. Parce que ça nous amène justement sur le plan militaire. Vous savez, le M23 a conquis la ville de Goma, il a conquis la ville de Bukavu, il est descendu vers Kamanyola. Kamanyola, d'après certaines informations, aurait été reprise par l'armée congolaise, mais normalement, c'était occupé jusqu'à présent par le M23. Et ils ont voulu, les combattants du M23, les forces spéciales rwandaises, il faut le dire, ils ont voulu continuer vers Uvira. Et ils se sont heurtés à une résistance farouche des forces armées de la République démocratique du Congo, soutenues par l'armée burundaise. Et là, justement, c'est ça qui provoque la colère de Kigali, en fait. Parce que c'est le Burundi qui a empêché cette progression vers la ville d'Uvira, avec l'intention de continuer d'ailleurs vers les plateaux de Minembwe, plus au sud. Mais vous savez qu'au sud, à Minembwe, il y a une autre organisation affiliée au M23 qui s'appelle Twirwaneho. Twirwaneho occupe les plateaux de Minembwe et a pour objectif de protéger les populations banyamulenge. Mais ils sont avec une autre rébellion burundaise qui s'appelle Redi Tabara. Et donc, Twirwaneho et Redi Tabara occupent les plateaux de Minembwe. Et l'objectif de l'armée rwandaise, c'était de vouloir progresser vers Uvira, aller vers les plateaux de Minembwe, rejoindre leurs alliés, Twirwaneho et Redi Tabara, avec un objectif plus lointain de pouvoir contrôler toute cette région et, d'après certaines informations, pouvoir d'ailleurs renverser à partir de là le gouvernement du Burundi. D'où la détermination du Burundi d'empêcher cette progression. Et d'où la colère justement de Kigali qui voit ses objectifs mis en échec. Et justement, en commettant l'attentat de Bukavu, vouloir mettre sur le dos du Burundi cet attentat, c'est de vouloir salir l'image même du Burundi. Dire voilà,
le pays qui soutient la République démocratique du Congo, c'est un pays, en fait, qui emploie des méthodes terroristes. En fait, l'objectif de l'attentat de Bukavu, c'était ça. Même si ça a été provoqué par aussi par des chants entonnés à Bukavu par certains Congolais qui étaient au stade et qui ne se sont pas laissés faire, qui entonnaient des chansons demandant à l'armée rwandaise de partir, de quitter le territoire congolais. C'est ce qui aurait provoqué la colère des responsables militaires qui étaient là et qui ont fait exploser, qui ont lancé ces explosifs et qui ont tiré dans la foule comme nous l'avons appris. Donc, ce sont des méthodes terroristes. Et pour cela, justement, ils ont tiré dans la foule et on a parlé du bilan. Ils ont voulu mater cette résistance naissante de la part de la population congolaise et ils en ont profité pour imputer ce crime au gouvernement burundais pour justement des raisons que nous venons d'expliquer. Et donc, c'est pour dire que Karim Khan et le gouvernement congolais maintenant, qui ont décidé de lancer ce volet judiciaire, ont du pain sur la planche. Parce que les crimes continuent. Et il faudra des enquêtes. Et d'après le ministre de la Santé, il y a des informations, il y a des gens, des Congolais, qui fournissent des informations et c'est très bien. Et plus au nord, à Goma justement, le bilan continue d'empirer. Je vous propose encore une fois d'écouter le ministre de la Santé qui parle d'un bilan qui ne cesse de gonfler. Alors, d'abord des chiffres partiels. Rien que les 2 derniers jours, nous avons reçu 19 blessés par balle et nous avons eu 23 tués dans la nuit entre le 23 et le 25. Ça, c'est vraiment pour vous dire que nous recevons en moyenne encore plus ou moins 10 tués par jour. Un peu plus de 10 tués tous les jours. Donc la situation ne s'est pas améliorée. Au total, pour ce que nous avons dans nos centres de soins, nous avons déploré ceux qui sont morts dans nos centres de soins. Nous avons déploré plus de 1500 morts dans les centres de soins. Donc la situation est catastrophique dans cette région, sur le plan sanitaire, mais surtout à cause des crimes qui ne cessent d'être commis par la rébellion du M23 et par l'armée rwandaise qui soutient la rébellion. Mais ces combattants du M23 et leur soutien rwandais, justement, ne respectent aucune règle, ni des règles morales, ni des règles de droit. Vous l'avez suivi, ce vendredi, justement, ils ont désarmé à Goma les casques bleus de la MONUSCO, ce qui ne se fait normalement pas, au vu et au su de tout le monde. Et là, nous pensons qu'il est temps que la communauté internationale, même si la communauté internationale réagit énergiquement ces derniers temps, et c'est une chose très positive, il faudrait quand même qu'on double d'énergie. Parce que ça ne suffit visiblement pas. Le Rwanda, qui est en train d'être sanctionné, ne semble pas vouloir désarmer. Et il y a beaucoup d'actes répréhensibles qui sont en train d'être faits, commis sous nos yeux, sous les yeux de l'opinion internationale. Et là, justement, il faudrait que des décisions sérieuses soient prises. Désarmer les casques bleus, c'est quand même un acte contraire au droit international, même si tout ce qui se fait dans cette
partie de la République démocratique du Congo est contraire au droit international. On a parlé plusieurs fois du fait que même l'agression dont s'est rendu coupable le gouvernement rwandais, l'armée rwandaise, est normalement un acte contraire au droit international d'ailleurs, et qui devra tôt ou tard imputer le responsable du gouvernement rwandais. J'espère que les efforts de Karim Khan et de ses équipes de la Cour pénale internationale vont s'intéresser également à ce crime d'agression parce que c'est l'agression même qui a provoqué tout le reste. Et voilà. Et donc, il y a ce volet judiciaire qui s'ouvre. Mais est-ce que cela va aboutir? Parce qu'il y a des obstacles. Et Karim Khan et le gouvernement congolais en sont bien conscients. Interrogé par la chaîne française France 24, à ce sujet, Karim Khan a indiqué qu'il n'ignorait pas qu'il y a des obstacles. Premier obstacle, c'est que lui-même, Karim Khan, est dans le viseur de l'administration américaine et Trump. Parce que l'administration de Donald Trump lui reproche d'avoir pris des sanctions contre l'allié américain, le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu. Et Donald Trump a annoncé des sanctions contre le procureur général Karim Khan. Mais pour lui, pour le procureur de la CPI, cela ne va pas l'empêcher de continuer son action parce que pour lui, ce qu'il fait, c'est pour le bien de l'humanité. Et je le comprends. Et donc, ici, on revient à ces actions qui sont en train d'être menées sur le plan judiciaire. Il y aura forcément des obstacles qu'il faudra surmonter d'une façon ou d'une autre, même si la tâche ne va pas être aisée. Mais pour l'instant, nous saluons les efforts qui sont en train d'être menés, que ce soit du côté de la CPI, que ce soit du côté du gouvernement congolais. Et je me permets de rappeler ici que ce n'est pas la première fois que la CPI s'intéresse aux crimes commis à l'est de la République démocratique du Congo. L'un des membres du gouvernement, très influent d'ailleurs, Jean-Pierre Bemba, a été poursuivi pour des crimes qu'il aurait commis lorsqu'il dirigeait une rébellion dans le nord-est du Congo dans les années 2000. C'était une rébellion soutenue à l'époque par l'Ouganda. Jean-Pierre Bemba a passé 10 ans en prison à La Haye, mais finalement, il a été acquitté. Mais il y a un autre personnage, le général Bosco Ntaganda, qui en réalité est membre et qui dirigeait une autre rébellion, comme le M23 en réalité, mais qui combattait aussi dans la province de l'Ituri dans les années 2000 et 2003. Il a été poursuivi par la Cour pénale internationale, il a été reconnu coupable et il a été condamné à 30 ans de prison en 2019. Il avait été arrêté en 2013. Et ce qui est étonnant, c'est que récemment, le secrétaire général au ministère des Affaires étrangères du Rwanda, le général James Kabarebe, dans une déclaration faite devant le forum des partis politiques à Kigali, James Kabarebe est revenu sur le cas de Bosco Ntaganda et il a indiqué qu'en réalité, il a été poursuivi parce qu'il était Tutsi.
Pour lui, Bosco Ntaganda combattait pour défendre la communauté Emma en Ituri, et qui était discriminée par le gouvernement congolais d'alors. Et en les défendant, justement, il a plutôt accompli son devoir, selon les propos de James Kabarebe. Et pour lui, il a été poursuivi parce qu'il était Tutsi, mais il n'a pas commis de crimes pour lesquels il a été poursuivi et pour lesquels il a été condamné. Voilà donc un membre du gouvernement rwandais qui s'insurge contre les sanctions, contre les décisions pénales de la Cour pénale internationale, qui met en cause le déroulement des enquêtes, parce qu'il y a eu des enquêtes. Pour lui, Bosco Ntaganda n'a commis aucun crime, il est innocent. Donc, il a été condamné à 30 ans de prison, au premier degré et en appel, parce qu'il était Tutsi. Un tel raisonnement, Moïse Pantois. Quand on est membre du gouvernement, d'un gouvernement qui se respecte, on respecte également les décisions de la justice. Même si on le sait, le Rwanda n'a pas signé les statuts de Rome, mais cela ne va pas dire qu'on doit contester les décisions des juges. Voilà. C'était les propos de James Kabarebe. Mais pourquoi est-ce que James Kabarebe est revenu sur le cas de Bosco Ntaganda? C'est qu'on l'a dit, James Kabarebe lui-même est sanctionné déjà. Les États-Unis ont pris des sanctions contre James Kabarebe, on a appris, on en a parlé ici. Mais comme les États-Unis, justement, l'ont désigné, James Kabarebe est en réalité l'agent de liaison entre les groupes qui opèrent à l'est de la République démocratique du Congo et l'armée rwandaise. C'est en réalité le principal instrument du gouvernement rwandais qui coordonne les activités criminelles à l'est de la République démocratique du Congo depuis longtemps. Et donc, il pense que son heure pourra venir. Parce que ce qu'a dit Karim Khan, c'est que même si le Rwanda n'est pas signataire des statuts de Rome, ceux qui ont trempé dans les crimes à l'est du Congo pourront être poursuivis. Et lui, Kabarebe justement, ne peut pas échapper aux poursuites. Si les poursuites doivent être engagées parmi les premiers suspects des atrocités qui ont été commises, parmi les organisateurs eux-mêmes, Kabarebe vient au premier rang. C'est pour cela justement qu'il commence à parler du cas Bosco Ntaganda et en disant que ce général, ce rebelle, qui a été condamné pour d'actes criminels en Ituri, James Kabarebe commence à l'innocenter. Mais en innocentant, Bosco Ntaganda, en fait, il veut plaider non coupable lui-même. Avant même d'être accusé, il commence à penser sérieusement, et à juste titre d'ailleurs, que son heure n'est pas loin. Ça fait longtemps, depuis 1996, que des crimes sont commis en République démocratique du Congo, et parmi les principaux responsables figure un certain James Kabarebe. C'est pour cela justement qu'il commence à plaider sa cause avant l'heure. Donc, il y a déjà eu des antécédents. La CPI, ce n'est pas la première fois qu'elle s'intéresse aux crimes commis à l'est de la République démocratique du Congo. Mais d'après les discussions qui ont été menées entre le procureur Karim Khan et les responsables du gouvernement congolais, ce n'est pas des cas isolés comme ceux de Bosco Ntaganda qui vont être faits,
Mais il va y avoir des procès, beaucoup de procès, parce que les responsables sont nombreux. Il y a des Rwandais, il y a des Congolais, il faut que tout le monde y passe. Et j'espère que cela va dissuader justement ceux qui continuent de semer la terreur dans cette région, à commencer par certains officiers de l'armée rwandaise qui sont présents sur le sol congolais. On verra comment va se dérouler, on verra comment cela va se passer, on verra sous quelle forme la justice va fonctionner, on verra les dossiers qui vont être lancés, on verra les résultats des enquêtes qui ont commencé d'après le CPI, mais on voulait tout simplement saluer l'initiative parce que ça a beaucoup duré, ça a trop duré. Parce que l'impunité a assez duré et il faudrait justement que la loi règne en République démocratique du Congo, comme partout ailleurs dans le monde. Et j'espère que cela va dissuader ceux qui font encore des attaques sur le sol congolais, ceux qui continuent à massacrer les Congolais. Et ici, je voudrais justement revenir sur le cas du Burundi, parce que le Burundi craint pour sa sécurité. Le Burundi pense que le Rwanda prépare une attaque contre son territoire. Justement, c'est ce que nous disions, qu'il résiste farouchement à la progression de l'armée rwandaise dans la province du sud du Kivu, parce qu'ils craignent eux-mêmes, les Burundais, pour la sécurité de leur territoire. Et je vais terminer par là. Le gouvernement burundais, le président burundais, Evariste Ndayishimiye, a encore réuni ce jeudi les représentants du corps diplomatique et consulaire accrédité à Bujumbura. Il est revenu sur cette situation et lui, il appelle au dialogue. Mais s'il n'y a pas de dialogue, il y aura forcément une confrontation meurtrière entre les deux pays. Et voilà, mesdames et messieurs, c'est ici que nous mettons fin à l'émission de ce vendredi. Merci de nous avoir prêté attention et à très bientôt pour d'autres sujets. Au revoir.